Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur l'avantage d'un plan vivant IG pour les propriétaires d'entreprises. En fait, c'est une planification financière qu'on a fait pour un client actuel, mon équipe et moi. Et bien sûr, on n'a pas utilisé de vrai nom ou quoi que ce soit. Là, on a changé l'identité, mais les chiffres sont à peu près pareils. Et l'objectif, c'est de dire, bon, on a une situation, un client qui a des objectifs, etc. Et qu'est-ce qu'on peut, avec quoi qu'on peut l'aider au niveau de l'impôt, au niveau de la stratégie d'entreprise, au niveau de la croissance des bénéfices, au niveau de la croissance des placements fiscalement avantageux, au niveau que quand il va prendre sa retraite, est-ce qu'on peut l'aider à ce niveau-là? Est-ce qu'il va en avoir plus? Est-ce qu'il va en avoir moins? Ben, vous savez bien que ça ne sera pas ça, mais est-ce qu'il va en avoir plus pour la retraite? Oui. Est-ce qu'il va en avoir plus aussi pour les héritiers plus tard? Donc, sans plus tarder, je commence. Ici, c'est notre équipe. On a une belle gang là, de planificateurs financiers, même Julien, Louis et moi-même, Samuel Baudry. Je suis planificateur financier, je suis analyste financier agréé. J'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le domaine financier. Pour m'épauler, il y a Julien Trudel, Louis-Philippe Toupin, Pascal Larivière, qui sont aussi planificateurs financiers. Et on a des experts à l'interne. On a un spécialiste en planification de l'assurance, un spécialiste en planification du patrimoine au niveau des valeurs mobilières. On va avoir un spécialiste au niveau hypothécaire et aussi une fiscaliste. On a un soutien de fiscalistes à l'interne. On a aussi même une équipe complète de fiscalistes, de notaires, de comptables. Nos clients ne peuvent pas y avoir accès. Par contre, c'est au niveau de nos planifications financières, quand on a des dossiers un peu plus étoffés, on peut se référer à eux et ils nous sont d'une grande aide. Un petit peu, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, un petit peu sur IG. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? On existe depuis 1926. Donc là, c'est marqué 90 ans, mais dans pas long, dans 3 ans, ça va même être depuis 100 ans. Donc ça fait beau. C'est une corporation canadienne et on a plus de 2000 pratiques de conseillers partout au pays. On est la seule firme qui vont encourager fortement, obliger tous les conseillers à avoir la désignation de planificateur financier ou de CFP pour le reste du Canada. Ultimement, c'est la désignation pour faire des plans financiers. Donc, on va pouvoir parler tant de finances, de fiscalité, de retraite, de succession, d'assurance et même d'aspects légaux. À l'inverse de quand on est quand on est un conseiller dans une banque, souvent il va parler de finances, un petit peu de fiscalité. Nous, on va avoir vraiment une grande vue d'ensemble 360 pour aider nos clients. Ce qui fait notre différence, où est-ce qu'on se démarque, c'est notre plan vivant IG. On appelle ça une expérience de planification financière interactive évoluée. Vous allez le voir plus tard, qu'est-ce que ça donne en pratique. On va prendre les données des clients actuels et on va faire des hypothèses, on va faire des projections pour aller chercher qu'est-ce qui est le mieux à long terme pour nos clients. On a des actifs administrés de plus de 120 milliards et on a accès à l'expertise de gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan. Il y en a certains en bas qui sont indiqués. C'est quoi les étapes du cycle de vie d'une entreprise? Pourquoi qu'on monte ça? C'est parce qu'on fait affaire avec des entreprises de tout acabit. Il y en a en démarrage, il y en a en croissance, il y en a à maturité, il y en a à la relève, à la transition. On peut toutes les aider, mais différemment. Par exemple, en démarrage, ça va être plus les gestions des flux de trésorerie. On va préserver le revenu et le bien-être de la famille. Souvent, il va pas avoir quelqu'un qui va se lancer en affaires, va plus avoir ses assurances collectives, l'assurance vie, l'assurance invalidité. On va l'aider à ce niveau-là. On va l'aider aussi quand se constitue en société. On va les aider à comprendre comment ça marche, les conventions entre actionnaires, peut-être même se protéger aussi dans le cas d'un décès, d'une invalidité d'un des membres, etc. À la croissance, là, moi j'aime ça parler, ça commence à être des beaux problèmes. Souvent, il commence à avoir des revenus et qu'est-ce qu'on fait avec? On va-tu verser en salaire? On va-tu verser en dividendes? C'est quoi les thresholds pour peut-être s'ouvrir une compagnie de gestion pour garder des revenus à l'intérieur de l'entreprise? On va-tu faire du financement? On va-tu avec des firmes comme la BDC par exemple, et est-ce qu'on va ouvrir des régimes collectifs pour les employeurs, pour retenir la main-d'œuvre, etc.
On va peut-être faire on va peut-être parler d'assurance pour le personnel clé. Si on a une personne qui est là depuis 20 ans dans l'entreprise, puis qui part demain matin ou qui décède ou qui vient invalide, ça pourrait compromettre le plan d'affaires. Donc, souvent, on va regarder ces choses-là. À maturité, là, c'est souvent les profits sont encore là, mais il n'y a plus une grande vélocité, là, ça diminue. Mais c'est de dire, bon, what's next? Aussi, souvent, l'entrepreneur commence à penser à sa relève. Donc, on est là aussi pour aider tant celui qui va reprendre que celui qui vend. Mais par contre, c'est au niveau du transfert, en pensant à la vente d'entreprise, l'entrepreneur va vouloir savoir, bon, OK, ma valeur d'entreprise, de quelle façon je la vends, ça va être des actifs, ça va être les actions que je vais vendre. On va parler de la déduction pour gain en capital. Est-ce que l'entrepreneur se qualifie? Est-ce qu'on peut même la multiplier? Il y a beaucoup de règles à regarder. C'est propre à chacun, à chaque dossier. On va regarder l'aspect humain aussi. Je disais dans un autre webinaire, certains entrepreneurs arrivent à l'âge de la retraite je veux dire, l'entrepreneur et eux-mêmes, c'est comme c'est un seulement. Et donc, ils se sentent pas à l'aise à ce que du jour au lendemain, ils prennent leur retraite, puis là, ils n'ont plus le même cercle d'amis, ils sont plus maîtres de leur, si on veut, c'est une crise d'identité pratiquement. Donc là, on va aborder aussi ces questions-là, parce que c'est bien beau avoir le beau plan, faire au niveau fiscal et tout ça. Si le côté humain n'est pas là, c'est important. Mais bon, ici, on va se concentrer sur l'aspect technique et mathématique. Et on aide aussi à la relève, à la transition, un peu comme je viens de dire. Il y a d'autres stratégies qu'on peut toucher. Non, c'est la deuxième slide. Comment les propriétaires d'entreprises bâtissent leur patrimoine? Ultimement, c'est la valeur de l'entreprise, c'est quoi? Il y a les placements dans l'entreprise, il y a les sources personnelles, c'est l'argent qu'ils ont mis, puis l'argent aussi les profits qui ont augmenté. Mais après ça, il y a des fois, on appelle ça de l'achalandage, le fonds de commerce, etc. C'est une valeur que même s'il y a 1 million de liquidités puis de placements dans l'entreprise, ça se peut qu'elle vaille 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et ça, il faut faire affaire avec un évaluateur d'entreprise. Et ensuite, à part l'entreprise, c'est sûr qu'il va y avoir des placements personnels, des REER, des CELI, non enregistrés biens immobiliers, qu'on va falloir tenir compte dans la planification financière. Il y a certains avantages fiscaux de la constitution en société. Tantôt, je parlais de l'exonération des gains en capital. Maintenant, c'est autour de 1 million. C'est-à-dire, si on a une entreprise qu'on a acheté, 100 $, la part de capital de base, et qu'on vend l'entreprise 2 millions, le premier million, c'est 900 quelques mille. Ça augmente à chaque année. On devrait ne pas avoir d'impôt à payer sur le premier 900 quelques mille. Par contre, il y a des règles à suivre. Jusqu'à tout récemment, c'était très difficile de vendre à nos enfants, par exemple. C'est un peu plate parce que souvent, si on veut de la reprise familiale, etc., on ne pouvait pas vendre à nos enfants et profiter de la déduction pour gain en capital. Maintenant, ça commence à être possible. Il y a encore beaucoup de règles à suivre, mais on est là pour les aider, en fait. Une fois que ça c'est fait, il y a du fractionnement de revenus qui peut être fait aussi avec une société. Pendant plusieurs années, on parlait tantôt d'ouvrir une société de gestion, par exemple. Il y a plusieurs organigrammes qui sont possibles, il y a des fiducies aussi, mais le plus classique, c'est une société de gestion dans lequel l'entreprise va verser ses bénéfices dans la société de gestion et tout ça va pouvoir croître à un pourcentage d'impôt moindre. C'est important, on ne veut pas avoir tous les types de placements là-dedans. Il y a certains types de placements qui vont même être toxiques, qui vont être imposés 1, 2, 3 fois, puis jusqu'à 63,8% dans le cas des dividendes étrangers, par exemple. Donc, on est là aussi pour aider, pour savoir quel type de placement mettre là. Fractionnement de revenus, ça peut même être plus loin, je parlais de fiducie, quand on a des enfants qui sont à l'intérieur, la conjointe, etc., on peut même avoir des dividendes discrétionnaires, utiliser certains outils, mais je n'irai pas là pour tout de suite. Et ultimement, ça peut reporter l'imposition. Donc, quand on verse ça à une société de gestion, il n'y a pas le plein montant d'imposé, un peu comme si on se verserait un dividende, puis qu'ultimement, on est imposé à 45, 50, 55%, là, vous le savez, le taux marginal. Quand on le laisse dans une société
société de gestion, ben on va reporter à peu près la moitié de cette imposition-là. Donc, au lieu de 50%, c'est-tu 22, 23, 24, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ça fait une grosse différence. Donc, 100 000 de profit qui reste 700 000 à l'intérieur de la corporation plutôt que seulement 500 000 dans les poches de la personne, ça va croître à l'abri de l'impôt. Donc, c'est certaines stratégies qu'on fait avec nos entrepreneurs. Lors de la vente d'une entreprise, là, ici, vous avez une idée d'un organigramme. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais souvent, les propriétaires préfèrent vendre des actions parce qu'ils peuvent avoir l'exonération des gains en capital, mais les acheteurs préfèrent acheter des actifs pour limiter la co-responsabilité et tout ça. Fait que souvent, on est là pour aider nos entrepreneurs au moment de l'achat, au moment du transfert, à jongler avec tout ça. Ici, on parle de l'avantage de gain en capital. OK, ici, on a un chiffre là, que je vous disais, 913 630 de gains n'a pas besoin d'être imposé si les règles sont toutes validées. Au moment de la vente, par exemple, 90% de la valeur de l'actif devra avoir été utilisée pour gagner un revenu dans une entreprise exploitée activement. Puis une période de 2 ans auparavant, avant la vente, 50% de la valeur de l'actif devra avoir été utilisée pour gagner un revenu. Donc, c'est bien de planifier quelques années avant. C'est pas juste dire, OK, je veux vendre, puis là, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est fini. Non, c'est mieux d'y penser quelques années d'avant. Et on est là pour aider, avec nos experts à l'interne, bien sûr. Structure organisationnelle, donc si on parle de la société de portefeuille, il va avoir les avantages de la protection contre les créanciers, mais pas les autres avantages. Tandis que si on utilise une fiducie, par exemple, on va pouvoir avoir de la protection contre les créanciers, on va pouvoir profiter de l'exonération des gains en capital, on va pouvoir multiplier l'exonération des gains en capital avec madame, avec monsieur, avec les enfants, même avec une société de portefeuille, etc. Donc ça, c'est efficace pour la planification de la relève aussi, dans laquelle on peut transférer des actions aussi à travers le temps. Je n'irai pas trop dans les détails, mais c'est ce qu'on aide nos entrepreneurs. C'était si simple auparavant. Bon, OK, aucune limite sur le revenu passif, aucune limite sur les dividendes versés, dividendes aux époux conjoints, aucune réduction. Beaucoup de choses ont changé avec les réformes. Là, il y avait la réforme Morneau et il y en a eu d'autres, effectivement. Là, on embarque dans un cas pratique, comme je vous ai dit. Donc, c'est de la théorie qu'on avait avant. Et ici, on l'appelait Jean Vesti, comme j'ai investi. Oui, je la trouve bien drôle, moi aussi. Donc, Jean Vesti est entrepreneur, nouvellement retraité de 61 ans. Sa situation familiale, il est veuf. Il a 2 enfants et 3 beaux petits-enfants. Ses objectifs, il veut revoir ses stratégies de placement, maintenant que la retraite est arrivée, identifier d'où proviendra l'argent pour combler les besoins personnels. Il veut savoir, y en a-t-il suffisamment? Puis, il voudrait même optimiser le transfert à la prochaine génération. C'est essentiellement ce qu'on fait avec nos clients, nos entrepreneurs, qui aient n'importe quel âge, là, il y a 61 ans, mais même si quelqu'un vient me voir puis qu'il a 40 ans puis il me dit je veux prendre la retraite ou mon indépendance financière à 50 ans et j'aimerais qu'on parle même de retraite, d'indépendance financière et même de transfert de patrimoine, ben on le fait aussi. Mais ça, c'est un beau cas, là, si on veut, là, avec un très beau cas représentatif, quand même quand même simple, si on veut. Donc, ça, ici, c'est son bilan. Donc, à peu près 4 millions d'actifs. Il y a sa résidence principale, il y a des actions de sa société privée, il y a des CELI REER, puis il y a des placements non enregistrés. Ici, c'est les flux monétaires, qu'est-ce qui rentre? Il y a des liquidités, il y a des revenus de placement, etc. Il y a des sorties de fonds. Ça coûte 90 000 par année. Quand même bien. Ça coûte 7 500 par mois. C'est ça qui a besoin de net. Bien sûr, on paye des impôts, on va faire la cotisation CELI, etc. Mais on veut même qu'il sorte 108 154. Prudent, le profil qu'on a mis, c'est un profil modéré à 4 %. Bien sûr, on pourrait mettre 5, on pourrait mettre 6, quelqu'un qui est plus dynamique, on pourrait même mettre 2, mettre 3 pour quelqu'un qui est beaucoup plus prudent. L'espérance de vie, dans ce cas, on a mis 92 ans, on n'a pas voulu aller à 90 ni à 94, juste pour dire ça tient la route. Et il n'y a pas de vente de sa résidence principale de cédulé. Ici, c'est les projections actuelles de la succession nette.
Donc, la succession nette, après ça, on va faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait des optimisations après. Ce qui est beau de voir, c'est que s'il meurt, si Jean Vesti décède en 2021, il va avoir 2,7 millions, 2,9 millions, 3 millions, 3,3 millions même en 2052. Comme quoi qu'il n'y aurait pas besoin de tous ces actifs, ils vont même augmenter. Donc, c'est un beau problème, mais il ne veut quand même pas tout donner à l'impôt, parce que tu vois ici, il y a des bonnes sommes à donner à l'impôt. Ici, 1,4 million, 1,5 million, même au décès, 1 million. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Avec ces beaux problèmes-là, il y a quand même des belles solutions, parce qu'on veut que ça se transmette à la prochaine génération. Ici, c'est quoi les pourcentages? Ben, les intérêts, les revenus d'intérêt, on est imposé à 45,7 %. Par exemple, quelqu'un qui a des obligations et des CPG, des certificats de placement garantis, il y a 1000 pièces, mettons qu'il y a 1000 pièces de gains dans une année, ben il faut qu'il donne 457 pièces au gouvernement. Les dividendes étrangers, c'est la même chose. J'en ai parlé aussi un petit peu plus tôt. Si on a dans une corporation des dividendes étrangers, on va être imposé très lourdement. Tandis que si on a des dividendes déterminés, ça c'est des dividendes qui sont payés à des Canadiens par des corporations canadiennes, on va être imposé déjà là juste à 32 %. Vous voyez déjà quel genre de placement qui pourrait être avantagé dans des comptes non enregistrés, où est-ce qu'il faut payer de l'impôt, par exemple. Et en plus, les gains capital, ben, vous le savez qu'on c'est juste la moitié du gain sur lequel on le paye. Donc, quelqu'un qui aurait 1 000 $ de gain capital, ben, il aurait à payer à peu près 23,7 % d'impôt, donc 237 $. Il en reste beaucoup plus après impôt. Dans les niveaux corporatifs, ça c'est les taux. Dividendes étrangers, je vous disais, c'est beaucoup plus imposé. Dividendes déterminés, c'est même plus intéressant aussi dans une corporation. Gain capital, c'est à peu près pareil, puis les intérêts aussi qui est à peu près pareil. Pourquoi il y avait un encadré ici plus en rouge, c'est pour dire que c'est ceux-là qui sont plus toxiques si on veut. On veut les éliminer. C'est ça qu'on a fait dans le portefeuille de Jean Vesti. Donc, dans le non enregistré, on va changer la pondération, c'est-à-dire au lieu d'avoir ici 60 % d'actions dans le non enregistré et 40 % de revenus fixes, on va le changer. On va le changer ici et on va dans la GESCO, on va s'assurer d'avoir très, très peu de revenus fixes parce que c'était très imposé. Et ça donne que le rendement net va même être augmenté. Ensuite de ça, ici, les détenteurs de parts, les portefeuilles, l'actions, etc., les détenteurs de parts, fonds en fiducie, il y a du rendement, il y a de l'impôt, mais il faut être moins imposé. Tandis que les fonds en catégorie, ça, on peut acheter des fonds de sociétés de placement qui ne verseront pas l'impôt, qui ne verseront pas les dividendes et les intérêts à chaque année. Ça a un avantage que, bon, si le fonds il vaut 1000 $, puis là, on fait 10 %, puis ça vaut 1100 $ l'année prochaine, ben, on fait du gain sur 1100 $, puis après ça, 1221, etc., au lieu d'être directement. Donc, ça, c'est des fonds à catégorie. Donc, c'est une autre suggestion qu'on a fait à Jean Vesti, puis ça fait une économie de 13 457. Là, je vois mon écran un petit peu plus bas. Donc, après ça c'était le plan actuel, la bleue, qui était quand même très bien, qui avait une succession nette de 3 315 000, mais en changeant l'allocation des placements optimale des actifs par type de compte et fonds de catégorie, on va chercher même une bonification de 1,3 million. Donc ça, on n'a pas été plus risqué ou quoi que ce soit. On a juste changé le type de placement dans chacun des comptes et ça nous donne une bonification de 39 %. Les stratégies de décaissement maintenant. Donc oui, ça c'est les placements, c'est beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? RRQ, dans son cas, il devrait la prendre à 61 ans, 1 an dès la retraite. De temps en temps, ça vaut la peine d'attendre à 65, à 70, c'est propre à chacun. Mais dans son cas ici, pension de sécurité de vieillesse à 65 ans, ça ne vaut pas la peine de la reporter. Lui, il va aller chercher du dividende de sa compagnie de gestion parce qu'il va avoir souvent des CDC puis des MRTD, c'est-à-dire que tu peux avoir des retraits sans impôt. Donc, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais il y a certaines sommes qui peuvent être tirées sans impôt. Donc, c'est ça, aller fouiller et aller utiliser en premier. Ensuite de ça, l'ordre de décaissement. On ne veut pas ajouter du revenu imposable pour Jean Vesti. Donc, le premier, ça va être de retirer son nom enregistré.
Oui, ça va être imposant un peu sur les gains et tout ça, mais le fait de même les utiliser avant les CELI et les REER, ben, on va finalement avoir des revenus qui vont être presque sans impôt, parce que le REER, si on retirait du REER, bon, on le savait, vous savez qu'il faut l'ajouter à nos revenus. Il va probablement perdre la pension de sécurité vieillesse à 71 ans en partie. Donc souvent, c'est de regarder là, il y a certaines stratégies qu'on peut faire, mais dans ce cas-ci, à 71 ans, il va faire des retraits réels. Ça devrait être quand même assez gros. Puis peut-être qu'on ne pourrait pas l'éviter, mais on a fait d'autres choses au niveau de la succession, là. Mais dans d'autres cas, souvent, on peut l'éviter la récupération de la pension de sécurité vieillesse. Donc, ici, c'est un petit graphique pour montrer que avec le temps, même les placements et l'impôt est optimisé. Donc, encore ici, ça c'est la stratégie 1 plus 2. La stratégie 2 étant l'allocation optimale et l'ordre de décaissement. On a même ajouté 1,6 million au lieu de 1,3 million. Donc, ici, au niveau de l'accès des fonds, des placements, puis des fonds de rachat partiel, au niveau de la société, il y a, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais bon, il y a des impôts sur les dividendes, il y a des impôts sur la croissance, etc. Il y a une façon de faire là, avec nos clients de optimiser tout ça au niveau du compte de dividendes en capital, etc., qu'il n'y aurait pas d'impôt, par exemple. Ça ici, c'est on ajoute, là, on a mis de côté, le plan est optimisé, mais on a même dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un 3 millions qui ne sera pas utilisé pour la succession. On veut-tu utiliser ça là parce qu'il va y aller avoir de l'impôt, ça va être beaucoup de REER? Ben, on a une stratégie d'assurance vie avec participation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on achète une assurance vie qui pourrait être libérée aussi après quelques années, qui va être payée au décès, mais qui a aussi une portion épargne qui s'accumule à l'intérieur. Et souvent, ça donne des beaux chiffres à la succession. Donc là, ici, utilisation optimale de l'assurance pour des placements corporatifs, bonification, 751 000 $. Donc là, on vient même d'aller chercher 2,4 millions supplémentaires. On est parti de 3 millions pour la succession et là, on est rendu à 5,7 millions. Donc, bien sûr, je ne vais pas aller tout dans les détails, mais si vous en voulez plus, si c'est des stratégies qui vous intéressent, contactez-moi. Donc, c'était tout pour ce petit webinaire sur la planification financière pour les entrepreneurs. Merci.